Eh bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette première rencontre de 2024. Donc, tout d'abord, nous vous souhaitons une belle et douce année. Voilà, que cette année soit propice à faire plein de belles choses avec vos merveilleux élèves. Alors, Sylvain, peut-être pour introduire le sujet fort intéressant de ce soir. Alors voilà, c'est une réunion de la communauté coopération supplémentaire. C'est un événement qui est organisé par plusieurs associations, donc la Mission laïque française, l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, qui essaie de développer une activité et une dynamique sur le second degré, et puis les associations ICM 34 et PIDAPI. Voilà. Et donc ce soir-là, on s'est centré sur un outil qui fait beaucoup parler, beaucoup réfléchir, un outil d'enseignement qui s'appelle les situations problèmes. Et pour ça, on a la chance donc d'accueillir Cyril Vino et Grégoire Guinaudot, qui sont enseignants tous les deux. Ils vont se décrire leur fonction de référent pédagogique au sein de la mission laïque en Espagne pour expliquer comment ils utilisent cette notion de situation problème pour enseigner et aider les élèves à apprendre. Voilà, Grégoire vient d'arriver. Bienvenue, Oui. Grégoire. Donc, le principe, c'est on vous laisse un quart d'heure, 20 minutes grand maximum pour que vous puissiez faire tranquillement votre présentation. Et ensuite, après, on organisera des échanges entre nous autour de ce que vous avez présenté et de la thématique sur l'utilisation des situations problèmes. Donc, la parole Bien, est à Cyril et Grégoire. je vais commencer et je donnerai la parole à Grégoire juste après. Donc, bonsoir à tous. Donc, déjà pour nous présenter, on est tous les deux référents second degré pour la MLF sur la zone Espagne. Donc, moi en pédagogie numérique et Grégoire en mathématiques. Et on a eu la chance d'animer un stage justement sur l'introduction de nouvelles activités, une nouvelle notion en mathématiques liée au conflit socio-cognitif en novembre avec Grégoire. Et donc, c'est pour ça qu'Audrey nous avait proposé de participer à cette session de la communauté coopération pour voir comment nous, on a utilisé la situation problème par rapport à ça. Hop. Donc, pour revenir un petit peu sur ce qu'est la situation problème, c'est la tâche pédagogique associée justement à ce conflit socio-cognitif. Donc, le but, c'est de se mettre dans une situation de recherche, essayer de mettre un petit peu les élèves dans une crise de représentation, de voir qu'il y a un obstacle qui est fait ici, et de travailler ensuite en groupe, donc d'abord dans un premier temps individuel, d'essayer de voir, de rechercher soi-même une réponse à la question, puis ensuite de mettre en commun dans un temps collectif, en petits groupes, pour rompre avec ces représentations, voir ce qu'ont pensé les autres, etc. Vraiment essayer d'entrer en conflit et de déconstruire ses propres représentations. Le but étant que les élèves ne se mettent pas d'accord sur quelque chose, hein. Donc on va en parler aussi quand on va donner les exemples tout à l'heure de la mise en place, c'est-à-dire de ne pas donner des temps trop longs de réflexion aux élèves pour pas qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose, mais au contraire qu'on fasse émerger vraiment les désaccords qu'il y a entre chacun pour ensuite pouvoir reconstruire après cette déconstruction. Et donc, pour l'enseignant, c'est adapter aussi une posture de lâcher prise, pardon, qui est pas forcément toujours évidente, hein, de voir les élèves un petit peu ramer, de pas être d'accord, etc., de se mettre en retrait pour pouvoir ensuite reprendre la main une fois qu'on aura fait une mise en commun en classe entière et amener en fait cette nouvelle notion. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Grégoire Guinaudot, du coup l'autre référent MLF Espagne du coup en mathématiques. Je suis désolé, hein, je suis arrivé un petit peu en retard. On fait juste une rapide présentation. C'est vrai que c'est un peu avec Cyril, c'était un petit peu compliqué. On ne veut pas marcher sur les plates-bandes de Sylvain Connac, sachant que c'est ces travaux qu'on reprend la plupart du temps enfin, pour aborder les points théoriques. Donc je laisserai Si Sylvain je vous nous donne corriger. je vous donne l'autorisation de marcher sur toutes les plates-bandes possibles. Super. Voilà. Et n'hésite pas à nous reprendre si, voilà, s'il y a quelque chose qui est mal dit ou pas assez précisé.
Donc nous, donc on a travaillé sur les situations de problème, mais en fait, dans un moment particulier de la leçon, ce qui est généralement rarement, enfin, on a constaté qu'il était rarement utilisé, c'est quand on introduit une nouvelle notion. Parce que c'est vrai qu'on a remarqué que souvent les situations de problème, on essaie de les utiliser dans des problèmes ouverts de fin de séquence. Et nous, l'objectif de la formation, c'était comment aborder une nouvelle notion à travers cette technique pédagogique. Alors, nous, on a vraiment parlé de ce qu'on appelle l'activité d'introduction. Sachant que d'après UDUSCOL, on a trois types de tâches en mathématiques. Il y a ce qu'on appelle les questions flash, ensuite les activités, enfin les exercices intermédiaires et les activités à prise d'initiative. Et donc nous, on s'est intéressé à ces activités à prise d'initiative, mais avec des critères qui varient un petit peu quand on fait une activité d'introduction. Parce que ici, l'objectif principal, c'est absolument pas la résolution, mais c'est le fait d'identifier un obstacle. C'est ça qu'on cherche. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de résolution évidente du problème. Sinon, c'est raté, il n'y a pas de conflit, et nous, on ne peut pas ouvrir le débat avec les élèves. Autre petit point qu'on a soulevé dans les difficultés lors de la formation, c'est qu'il faut bien entendre que tout ce qu'on va vous présenter avec Cyril ne se prête pas à toutes les séquences d'enseignement et toutes les notions, en tout cas, qui sont abordées en mathématiques, par exemple. Et j'imagine que c'est pareil pour le français. Donc, on a essayé de dresser les cas dans lesquels ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, si c'est une nouvelle notion qui se contente de généraliser un savoir qui a déjà été vu, ce ne sera pas le moment de proposer, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit, de proposer une activité d'introduction. Si c'est un cours qui ne concerne seulement du vocabulaire, qui ne concerne que du vocabulaire, bah, par exemple, typiquement la notion de fonction ou des choses comme ça, ce ne sera peut-être pas la meilleure tâche pédagogique à proposer. Et enfin, si les concepts sont trop éloignés des connaissances préalables des élèves, si c'est vraiment trop difficile, c'est pareil, ça ne s'y prêtera pas forcément. Donc ça nous a permis d'évacuer déjà quelques chapitres et de se concentrer, nous, sur certaines notions de cycle 3, cycle 4 et de lycée qui nous intéressaient et dont on va vous présenter, par exemple, des activités que nous, on a expérimentées avec Cyril. Et je lui laisse la parole pour vous présenter sa première activité. Hop. Alors, la première activité que je vais vous présenter, c'est une activité en cinquième, hein, donc de mathématiques, qui introduit le chapitre des nombres entiers. Donc, juste pour que tout le monde puisse un petit peu voir ce qui se passe, on distribue aux élèves une grille comme ça de jeux pour pouvoir les faire jouer à un jeu. Ils savent pas de quoi on va parler. Ils ont ça sous les yeux. Donc, il y a plusieurs règles. Chaque joueur, à tour de rôle, doit cocher une case qui n'a pas encore été cochée. À l'exception de la case qu'ils vont cocher à l'ouverture, qui peut être celle qu'ils veulent, il faudra toujours que le joueur suivant coche un multiple ou un diviseur du nombre précédemment coché. Et évidemment, dernière règle, un joueur perd la partie lorsqu'il ne peut plus jouer en utilisant les règles précédentes. Donc là, le but, c'est de laisser un temps où les élèves, deux par deux, vont jouer à ce jeu, etc., les laisser découvrir, voir ce qui se passe, essayer de mettre en place des stratégies pour essayer de gagner, euh, sachant que le prof va être présent toujours pour essayer d'une part, de vérifier que les règles sont bien respectées, sinon on ne va pas réussir à aller aborder la notion qu'on veut, et d'autre part, de pouvoir un petit peu réguler dans le sens où ce qui va se passer, c'est bah, il va se passer qu'à des moments, bah, certains vont faire qu'utiliser que le 13. Et donc, bon, bah, il y a certains qui vont dire, ah, j'en ai marre, il utilise que le 13, il gagne tout le temps, machin, etc. Ok, bon, bah, nouvelle règle, il n'y a plus de 13. Et hop, on continue à jouer, etc. pour les laisser découvrir différents nombres, etc. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans les mathématiques, le but ici, qu'on leur dévoile pas, mais notre but à nous, c'est d'aller faire découvrir les nombres premiers, d'accord, donc qui ont que deux diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Donc, c'est-à-dire ici, ceux qui vont être plus mis en avant, ça va être le 11, le 13, le 17, le 19, qui vont sortir et vraiment créer ce truc de ah, pourquoi est-ce que lui, il arrive toujours à gagner avec ces nombres-là en les choisissant bien. Donc, ça, c'était le temps 1, le jeu en binôme. Et ensuite, dans un temps 2, les élèves en binôme vont devoir trouver, euh, essayer de faire comme un guide de comment faire pour gagner à tous les coups. C'est-à-dire essayer de trouver comment est-ce qu'on doit procéder pour gagner à tous les coups. Alors, c'est un peu impossible à mettre en place hein, parce qu'il y a tellement de cas possibles de nombres pour commencer, etc. Donc, c'est pas quelque chose auquel qu'ils vont réussir à mettre en place. Donc, le but, c'est de ça.
de les faire partager, d'accord? Et ensuite, éventuellement, ce qu'on avait réfléchi quand on avait fait le stage, c'est peut-être après de les inverser dans les groupes pour essayer de tester ça avec d'autres élèves et voir si ça marche bien. Et après, de mettre en commun et de faire un débat par rapport à ça. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà des gens, je ne sais pas si, comment vous voulez qu'on fasse, si on présente l'autre activité ou si vous préférez que les gens réagissent sur celle-là d'abord. Je ne sais pas. Non, non, présentez D'accord. l'ensemble de ce que vous avez prévu, puis ensuite, après, il y aura des réactions. Alors, on en présente juste une autre qui est pour les un peu plus grands avec Grégoire. Oui, donc j'enchaîne. Donc là, on est en première SP. Donc je sais que tous les collègues ici ne sont pas en maths, donc je ne vais pas rentrer sur le détail didactique de l'activité. Donc l'idée ici, c'était pareil. Donc on a essayé de respecter la consigne, une consigne courte, efficace, assez ouverte. Donc j'ai dessiné une courbe avec l'illustration. Il n'y a aucune donnée numérique, c'est volontaire. Et je leur propose de se demander donc sur cette courbe comment déterminer la pente en un point précis. Donc, je leur fais constater que la pente est différente en fonction des endroits où on se pose sur la courbe. Et l'objectif en fait que nous avons derrière, c'est de les obliger à tracer des tangentes pour essayer de se représenter les pentes à des endroits différents et d'ainsi découvrir ce que c'est que le nombre dérivé. Donc eux, ils ont juste la partie que vous voyez au-dessus, donc la question avec les objectifs. Proposez vos théories, idées, aussi farfelues soient-elles. Le but est de trouver les points de désaccord entre vous. Donc j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas grave s'ils n'ont pas de réponse, s'ils ne sont pas d'accord. Au contraire, c'est ce que je cherche. On détaille pareil sur leur fiche d'activité les trois différents temps qu'on va avoir. Volontairement assez court pour deux raisons, je pense. Il y a le côté l'élève qui bloque complètement, il ne faut pas non plus qu'il y passe trop longtemps. L'élève qui est très à l'aise et qui trouve, enfin on n'a pas envie qu'il trouve non plus, parce que ça ne marcherait pas. Donc le premier temps il est individuel, donc c'est vraiment le fait de rentrer en réflexion chacun dans l'activité pour que les débats aient du sens après. Donc il faut absolument que chacun planche tout seul, donc sur 3 minutes. Puis après on fait des groupes au hasard avec des cartes. Où pendant 5 minutes, ils essaient de montrer un peu ce à quoi ils ont pensé et ils notent les points de désaccord. Donc l'objectif, c'est pas forcément de se mettre d'accord, c'est de dire bah, moi je pense que c'est moi qui ai raison, et ainsi de suite. Donc ça c'est très très difficile, on a remarqué en fait de noter les points de désaccord, ils ont souvent très envie d'essayer de se mettre d'accord. Et à l'issue de ces 5 minutes, on prend un petit temps collectif en classe où chaque groupe a 1 minute pour présenter un petit peu tout ce qui a fait débat au sein de leur groupe, avec toujours pareil ce temps qui est très précis. Les élèves ne doivent pas répéter quelque chose qui a déjà été dit dans un autre groupe pour qu'on puisse faire un bilan assez efficace. Ensuite, tu peux passer à la diapo suivante, Cyril. Évidemment, on prévoit aussi des petites aides, puisqu'il est quand même possible, même si le professeur va avoir une posture de lâcher prise, ne absolument pas intervenir, un élève, lors de la tâche individuelle qui bloque complètement, ou même un groupe, on ne va pas le laisser mariner pendant 5 minutes. Donc ça, c'est de l'aide éventuellement individuelle qu'on peut préparer en amont quand on fait l'activité en se disant comment je pourrais aider un élève qui n'arrive vraiment pas à se lancer dans la tâche. Donc ici, j'ai proposé 2 pistes. On ne va pas les détailler, c'est pas très intéressant, mais voilà, ça peut servir. Si je dois faire un petit recul sur cette activité que j'ai pratiquée du coup 2 ans maintenant, donc je l'ai refaite cette année, ce qui ressort vraiment de cette activité, c'est la préparation en amont et en l'occurrence de faire des réactivations de notions, puisque c'était absolument pas automatique pour les élèves, tout simplement déjà ce que c'est qu'une pente. En fait, on reprenait beaucoup de définitions des années précédentes, de notions de chapitres des années précédentes. Et j'aurais dû anticiper beaucoup plus mon activité en réactivant doucement, sans leur dire pourquoi, ces notions pour qu'elles sortent plus vite et que cette activité fonctionne un petit peu mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas si Cyril, tu veux en profiter. On peut vous présenter un petit peu rapidement, nous, derrière, avec toutes ces réflexions qu'on a eues sur les activités qu'on a faites. On a essayé, pendant le stage, de monter une banque de données avec tous les collègues suite à ces différentes activités qu'on a essayé d'élaborer pendant le stage. On a essayé de tracer de monter un document type d'une activité d'introduction. Quels sont les éléments qui devraient absolument être présents dans une activité d'introduction, au-delà du titre, des mots-clés et de l'activité en tant que telle. Donc, je ne sais pas si on peut aller voir. Cyril, je te laisse prendre la parole pour montrer le document type sur le lien. Ou j'y vais. Ah, si. Hop, donc voilà, ça c'est le document qu'on avait co-conçu avec les collègues présents lors
lors du stage, donc de pouvoir se faire cette banque, donc évidemment de préciser les objectifs de l'activité, le matériel dont on aurait besoin, quelques mots-clés pour se repérer, les priorités dont parlait Grégoire, donc éventuellement ce qu'on pourrait essayer de ramener avant sans les plus gros élèves, qu'on va faire quelque chose par rapport à ça, mais juste les avoir travaillés dans les semaines précédentes pour être sûr qu'ils aient bien un petit peu les bases nécessaires pour pouvoir essayer d'avoir des idées. La situation, problème, l'énoncé, avec ensuite les différents temps, euh, comment est-ce qu'on les gère euh, et de pouvoir se mettre les obstacles, les aides éventuelles, c'est-à-dire à la fois les choses qu'on va se dire, ah bah tiens, je pense qu'il peut y avoir ce blocage, ou alors aussi quand on les aura mises en place, d'aller pouvoir compléter pour aider les collègues à se dire, attention, moi j'ai eu ce souci-là à ce moment-là, etc., pour essayer de pouvoir anticiper d'éventuels soucis. Et donc on a commencé voilà, à faire quelques activités, et donc l'idée là, c'est sur la communauté de maths d'essayer de partager un petit peu ces activités ensemble. Tout en laissant à la fin un petit bloc, puisque l'idée c'est que les collègues reprennent ces activités, les essayent, et on a laissé du coup un espace pour qu'ils partagent les retours d'expérience, parce que ce modèle de document peut être amené à évoluer si on constate qu'il manque des éléments, ou que des éléments servent à rien. Donc l'idée, voilà, c'est que ce retour d'expérience se complète au fur et à mesure que les collègues essayent ces activités. Et dernière chose, je viens de voir ça dans le document, on n'a pas parlé de l'auto-évaluation de cette tâche, mais je pense que ça ne s'y prête pas maintenant. Mais évidemment, il y a aussi une quatrième étape qui pourrait être d'évaluer un petit peu comment se sont sentis les élèves durant la tâche, ce qu'ils ont le sentiment d'avoir appris. Et, voilà, s'il y a besoin, on pourra développer un petit peu, mais je pense pas que ça s'y prête aujourd'hui. Merci. Bon, c'est nous qui vous remercions pour la qualité de cette présentation et puis sa concision. Comme il est 6h, enfin 18h25 en France, ce que je vous invite, là, on est 60, c'est à faire des salles pour pouvoir échanger à partir de ce que vous avez présenté, de la notion de situation problème, de manière ensuite à ce qu'on puisse, échanger à partir des questions qui vont remonter. Alors, je regarde si moi je peux faire des salles, parce que je dis que je peux en faire, mais est-ce que Audrey, tu sais si on peut en faire depuis la version que vous avez là? Parce que je ne le vois pas. Si, Ah si. oui, je le vois, oui, pardon, je le vois. Euh, donc, je vais créer plusieurs salles. On va créer 4 salles. Et on va dire la salle 1, ça va être pour salle 1 et 2 pour école élémentaire. Enfin école primaire, maternelle élémentaire, et salle 3 et 4 pour collège et lycée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais le mettre ici, école primaire. On peut changer le nom hein, quand on le met. École primaire, collège, lycée et collège, lycée. Et donc, on peut se donner 10 minutes. Est-ce que sur la consigne, il y a des questions particulières? Allez, j'ouvre toutes les salles et je vous laisse rejoindre celle qui vous intéresse. À tout à l'heure.
C'est écrit dans partant d'une salle collège-lycée, je vais aller dans l'autre, moi. Ou vous voulez qu'on passe un peu dans toutes les salles? T'as ton micro fermé, Le Sylvain. mieux, c'est d'attendre que tout le monde revienne. Non, non, n'allez pas dans une Ok, ok. salle. Sinon, vous allez donner des informations et tout à l'heure, vous allez devoir les répéter. Alors, est-ce que les collègues qui sont là ont du mal à trouver la salle? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Normalement, il y Je a. rappelle Grégoire, alors. Oui, tu peux rappeler Grégoire. Bon, c'est pas grave, c'est pas essentiel. Maria, qu'est-ce qui se passe? Non, non, juste voilà, j'arrive pas à trouver comment me mettre, me connecter dans une autre salle, enfin aller dans une autre salle. Je peux Tu te veux aller mettre. quoi, collège-lycée? Oui, s'il te plaît. On t'y envoie, Maria. Ah, C'est Maria, je vois pas. Ça y est, je l'ai envoyé. Ah, ça y est, d'accord. Ok. J'ai fait revenir Grégoire, excuse-moi, ça a été Et brutal. Cornélia, tu veux aller au collège ou au lycée? Je peux t'affecter. Après, les autres collègues, je ne sais pas. Soumaya, Au Julien. lycée. Donc, Cornélia, je te mets dans un groupe lycée. C'est parti. Je n'arrive pas non plus. Tu veux Soumaya, aller où? Et dis-moi qui tu es et où tu veux aller. Soumaya. Soumaya, tu veux aller où? École ou lycée? Ou collège? École. École, c'est parti. Merci. Ensuite, Julien, collège. C'est parti, Julien. Margot, Bernard, pareil. Est-ce que... Bonsoir. Bonsoir Margot. J'ai eu beaucoup de problèmes de me connecter depuis la plateforme. C'est pour ça que je suis arrivée un peu en retard, mais en tout Là. cas, ce qui m'intéresse, c'est le lycée. Allez, c'est parti. On vous y envoie. À tout à l'heure. Oui, c'est vrai, Audrey. Ça faisait des trucs bizarres de la communauté, depuis la plateforme. J'ai essayé. Après, je suis allé sur le lien de secours envoyé par Jérôme, mais ça mettait des erreurs Ouais, depuis 6 à 10. Ça mettait plein d'images dans tous les sens, erreur, erreur, machin. Oui, ouais, c'est pareil. Bon, bref, ouais, je vais essayer. Moi, Cyril m'a sauvé la vie, parce que pareil, je bloquais dessus. Mais en fait, j'ai suivi le lien de Jérôme, mais c'était bon. il reste Bernard et Stéphane. Oui, mais tant pis, c'est pas grave. Stéphane, cycle 2. Je t'envoie dans une salle école primaire, Stéphane. Et Bernard, il est au collège, je vais l'envoyer aussi collège-lycée. Voilà. Le lien vers le Framapa, du coup, ils y auront accès dans le chat de leur salle? Oui, oui, bien sûr. Enfin, ils n'ont pas accès au chat, ils ont accès aux messages que j'envoie. Ok. Parce que là, je vois 3 personnes connectées uniquement. Toi, Après, moi, Et moi, d'accord. il y a des collègues qui arrivent là, qui se connectent juste. Ok. Désolé, Audrey, je viens de voir le fond d'écran. Hein. J'ai eu une journée de fou. J'ai enchaîné les trucs là. Non, non, il n'y a Enfin, pas de... Grégoire et Cyril, vous avez le bonjour de Cyril. ouais, il m'a Oui, envoyé un message. Ouais. il nous envoie des textos, ouais. Enfin, des WhatsApp, ouais. Oh, c'était super, vous nous avez fait rêver avec un nombre dérivé. Pas mal ça. Ah, vous le savez. Eh oui, mais bon, écoute, il en faut pour tous les goûts. Écoute, moi, ça me fait rêver, hein, c'est... D'ailleurs, quand je faisais partie du recrutement des profs, que j'avais un prof du second degré en maths, c'est la question que je posais. Faites-moi rêver. Comment vous introduisez le nombre dérivé à vos élèves? On demande de faire rêver avec le produit scalaire, c'est encore plus difficile, je pense. Mm. Non, Et mais c'est ça, moi, je super. l'ai fait, cette activité de Grégoire cette année, et ça a bien marché hein, en classe. Et vous commencez à récolter un petit peu à...
Vous allez Je pense pouvoir qu'il faire va un falloir, document avec je pense qu'il va falloir plusieurs. attendre la première visio. C'est toujours un peu comme ça, le fait de savoir qu'il y a une deadline, ils sont préparés pour les essayer, pour avoir des retours d'expérience à la visio. Je pense que, en tout cas, je suis allé voir sur la banque de données commune et pour l'instant, j'ai pas vu de retour d'expérience de collègues, en tout cas, ils l'ont écrit, ils l'ont pas écrit encore sur le document. Peut-être qu'ils l'ont essayé, on verra à la prochaine visio. Bon, ça, c'est super. Bonjour Salman. Est-ce que vous pouvez nous dire, Salman, si vous êtes plutôt collège, lycée, école, s'il vous plaît? On te voit toute petite, Audrey. Il faudrait que tu inclines ton Ah, mais je suis micro. toute petite, je suis pas bien grande en ce moment. Mais si, tu es grande. Voilà. Voilà. Là, tout d'un coup, tu as gagné 50 centimètres. Oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que c'est pas très. On devrait tous se mettre comme ça. Comme ça, là. Voilà, tous les formats. C'est parce que j'y vois pas bien avec mes lunettes de presbyte. Il faut que je mette la tête comme ça après, tu vois. C'est pour ça que j'incline mon ordinateur. Moi, le Framapad, je vois rien du tout dessus. Ça me met chargement, mais Ah bon? Pour l'instant, il y a personne, personne n'a écrit, mais il y a quelques personnes qui sont connectées. Bonjour Salmade, bonjour Prudence. Là, les collègues sont en sous-salle. Donc, de façon à pouvoir rejoindre une sous-salle, il faudrait que vous nous disiez votre niveau d'enseignement, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. Prudence. Euh, Cinquième, quatrième cette année. Allez, c'est parti pour collège. Donc, on vous envoie dans la salle du collège pour parler des situations problèmes. Il reste 2 minutes encore. Ah, Salman est parti dans une salle, on dirait. Ouais. Et Reus, ça se trouve dans quel endroit géographiquement? On est en Espagne? 1 heure au sud de Barcelone, sur la côte. Enfin, il y a Tarragone et un quart d'heure dans les terres, il y a Reus. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est pas loin de chez nous alors. D'accord. Ouais, ouais. J'étais à Tarragone il n'y a pas longtemps là pour la soutenance d'une thèse. Là. Ah, bah voilà, Reus, c'est un quart d'heure dans les terres. Ah, ben je ne le voyais pas du tout là, ouais. Donc, c'est pas en Espagne. Pourquoi c'est pas en Espagne? Ah oui, c'est en Catalogne. Ah, bah oui. Ah, voilà. Pardon, pardon. Ouais, ils en parlent plus trop en ce moment, hein. Il y a quelques années, c'était bien plus présent. Bon, allez, je leur dis qu'il reste 1 minute. J'aurais pu couper l'enregistrement, en fait, pendant ce moment-là, formidable. Oui, mais Jérôme, il fera les manipulations après. Mm. Il va me détester. Coucou, Jérôme. On pourrait te chanter la chansonnette, Jérôme. Allez, je ferme les salles, ça va les faire revenir. Il va avoir 1 minute pour terminer. Maria, ton micro, je sais que tu parles, mais on t'entend pas. J'ai quitté la salle sans vouloir. Donc, j'aimerais bien retourner en salle. C'est fini? C'est fini, Ah, Maria. ah, ok. Est-ce qu'il fallait revenir à la salle principale où Oui, on a oui, pris très bien. c'est ça. En fait, le Framapad, il marche pas sur Google Chrome, il marche sur Edge. Moi, je l'ai sur Chrome, ça marche. Moi, je l'ai aussi sur Chrome.
Bon, on revient, on a été projeté brutalement en dehors de la salle. Bon, ça a pas Comment, fait comment ça, Bonsoir, je suis revenue moi aussi. Non, c'est très brutal, ces retours en salle, on est désolé, c'est comme ça. Oui, oui, mais on connaît le but. je mets le lien si vous voulez prendre la parole par écrit. Il y a deux possibilités, soit le Framapad, soit le chat directement, ou sinon, ben, voilà, il suffit de lever la main et je vous donne la parole avec plaisir. Pour des réactions, des questions, des surprises. Voilà. La parole est Lève au... la main, mais je peux pas. Allez, On Charlotte. était en train, oui, bonjour, bonsoir. On était en train d'échanger justement la différence entre situation problème et problème ouvert, c'est ça? J'attends la confirmation, oui. Et donc, je demandais, CM2, si on pose une phrase avec le passé composé, elle a mangé des bonbons et enfin, elle les a vendus. Le fait du COD placé devant, ils ne connaissent pas cette règle. Est-ce que leur fait de leur demander, leur poser la question pourquoi on met un S alors que c'est l'auxiliaire avoir, est-ce que ça fait partie d'une situation problème? Bah non. Alors, Cyril ou Grégoire, vous voulez prendre la parole? Vous pouvez utiliser un joker aussi à tout moment, hein. Non, mais déjà, à savoir si est-ce que la question, ça vient dans la présentation qu'on a faite, c'est-à-dire sur une situation problème en début de notion. On est bien d'accord, tu veux qu'ils découvrent la notion de. Enfin, Bah, cette règle. passé composé, ils ont vu en CM1, mais ils ont vu avec avoir et pas l'accord du COD placé devant. Donc, est-ce que c'est considéré comme Bah, en fait, moi, je sais pas, c'est difficile parce que je connais pas les objectifs en primaire. Il faut vraiment, il faut savoir c'est quoi l'objectif de l'apport de la notion et voir si elle rentre, comme on a dit avec Cyril, dans le cadre d'une. Est-ce que c'est juste du vocabulaire? Mais a priori, non, là, c'est vraiment une nouvelle règle. Mais quel serait le problème en fait? Parce que j'ai l'impression que ce serait des exemples, c'est ça, et ils devraient découvrir la règle même. C'est de la une découverte. phrase exemple? Oui, pourquoi? Donc, vous avez vu en CM1 que au passé composé avec avoir, il n'y a pas d'accord. Et tiens, j'ai trouvé une phrase et il y a un S ici. Comment ça se fait? Quelles sont vos solutions? Et la Et pour question, c'est pourquoi découvrir on que le n'accorde CO pas avec. La question, c'est pourquoi on n'accorde pas avec le verbe avoir? non, pourquoi on accorde quand le COD est placé devant? Ou de manière plus large, pourquoi dans cette situation on accorde et dans telle autre on n'accorde pas. Voilà. Hmm. Euh, ok, parce que ouais, en fait, moi, je connais pas bien la réponse. Mais ça pourrait éventuellement s'y prêter. Non, mais ce que je veux dire, si la question, c'est On fait les pourquoi. tangentes, là, on fait les malins, mais Ah bah oui, non, mais je veux dire, si la question c'est pourquoi on accorde quand le COD est placé devant, moi je connais la règle, mais pourquoi on le fait quand le COD est placé devant, je sais pas si je peux y répondre et je sais pas si quelqu'un peut répondre. Enfin, il faut quand même que nous, le cours après, apporte une réponse. Donc peut-être que. Oui, oui, il y a une règle sur les accords de participe passé. Ouais, moi, je pense que Pierre voulait donner un exemple là. Oui, j'ai donné un exemple. La question serait Mylène a cette phrase, mais un S, Adrien non. Qui a raison? Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de découvrir que quand l'auxiliaire avoir est avec l'auxiliaire avoir, quand le CO, le complément d'objet est antéposé, eh ben, on accorde. Et donc, c'est pas une situation de découverte parce qu'on ne découvre pas les règles de grammaire. Les règles de grammaire, on les transmet. C'était une décision qui a été prise dans notre culture de faire comme ça. Et donc c'est vraiment pas une situation de découverte. On ne demande pas aux élèves de découvrir ou de construire la règle. C'est vraiment une règle qui a été décidée comme ça. C'est un accord culturel. Et donc, pour moi, oui, c'est une situation problème. Si derrière, la leçon, c'est bon, ben voilà, maintenant prenez vos cahiers. Et ben c'est en fait Mylène qui avait raison. On met un S parce que elle a bien vu que le COD était placé. Enfin là, qui les a, c'est peut-être COI. C'est le complément d'objet qui est placé avant. Et là, on donne la règle. Moi, en tout cas, je pense, ben, je termine là-dessus, mais pour moi, c'en est une à partir du moment où les élèves, ils ont envie d'apprendre ce que tu vas leur apporter, parce qu'ils ont été mis en échec avant, et tu as ouvert la curiosité. À partir de là, euh, pour moi, ça fonctionnerait. En tout cas, je le reconnaîtrais comme ça. Si moi, je pense Cyril, Cyril voulait qu'il dire faut que quelque tu chose. le. Ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment la manière dont présenter. Je pense que ce que disait Pierre, la façon dont il pose la question, par exemple, ou mettre plusieurs exemples et dire, ah bah tiens, qu'est-ce que vous remarquez? Pourquoi il y a des fois de créer le débat, en fait. C'est vraiment ça, c'est essayer de les mettre conflit, de se dire, bah tiens, ah bah moi je l'écris comme ça, non moi comme ça, et pourquoi? Et c'est qu'ils échangent sur un certain temps pour après, justement, ah bah voilà, la règle, c'est celle-là. Il y a une règle qui est correcte, qui a été après décidée pour
soit tous d'accord, mais voilà, c'est plutôt ce débat et ce conflit qu'on peut créer entre les élèves qui va apporter justement le fait qu'après, ils vont retenir la règle une fois qu'ils l'auront parce qu'ils auront vraiment débattu dessus au départ, je pense. Je donne la parole à Maria. Oui, en fait, je me demandais peut-être une façon de présenter justement, de poser cette situation de problème sur par exemple, l'accord du COD quand il est placé devant. On pourrait aussi donner 3-4 phrases où les élèves, ils n'auraient, en fonction du niveau évidemment, ils n'auraient qu'à entourer le participe passé correct. Par exemple, Sandra a apprécié, apprécié l'un terminé par un seul E, l'autre avec le E accent E. Les élèves ont donné pareil, donné sans S, donné avec S. Et par exemple, ces pays, nous les avons parcourus, par exemple, sans S avec S. Enfin, 3 exemples où les élèves vont, dans les 3 minutes, on va dire, qu'on donne à l'individuel, entourer la forme qui convient, leur donner après un temps d'échange, justement pour voir s'ils sont d'accord ou pas. En général, souvent, ils ne sont pas d'accord. Et c'est de là où on va après dégager, on va dire, le besoin de rappeler la règle ou de donner la règle. Enfin, s'ils ont déjà vu, évidemment, ils ne vont pas le faire par intuition, mais s'ils l'ont déjà travaillé l'année précédente, ça peut peut-être servir à faire un petit rappel et puis qu'eux aussi, ils puissent expliquer pourquoi ils ont choisi telle option ou telle autre. Enfin, je ne sais pas. Merci Maria. Je me donne la parole là pour préciser qu'il n'y a pas besoin dans une situation de problème que les élèves l'aient déjà vu une année précédente, puisque c'est un outil didactique qui sert à préparer des élèves à découvrir un nouveau contenu d'enseignement. Et Grégoire et Cyril en ont touché deux mots tout à l'heure. À la différence, donc le principe, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui leur manque, c'est ce qu'on appelle un obstacle, et que lorsque ce qui manque va être apporté, soit par un élève, soit par une ressource, soit directement par l'enseignant, ils vont pouvoir résoudre le problème qu'ils rencontrent et dépasser l'obstacle qui les gêne. Alors qu'un problème ouvert, ça ne sert pas à ça. Un problème ouvert, c'est plus pour conduire des élèves à se mettre dans des postures de recherche. Il y a plusieurs types de réponses. Le but, c'est pas d'essayer de découvrir un nouveau contenu. Le but, c'est plutôt d'essayer de se poser des questions seul ou avec d'autres. On est sur des objectifs didactiques différents. Audrey. Oui, juste pour compléter, en fait, la situation de problème, si Cyril Lascassis était avec nous, il nous parlerait de bazar dans la tête des élèves. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer le besoin de la leçon, donc donner une situation simple, comme Cyril et Grégoire l'ont souligné, il faut que cette situation, enfin, le travail collectif soit court de façon à ce que les élèves ne trouvent pas un consensus. Sinon, si tout le monde est d'accord, il n'y aurait pas besoin de faire la leçon. Mais c'est vraiment, voilà, c'est arriver à susciter la curiosité de la leçon chez l'élève. Et en fait, quelque part, grâce à cet outil didactique, on permet à l'élève de donner du sens à la leçon qui va arriver. Et en fait, on travaille sur le quoi et le pourquoi de la leçon. Voilà, donc c'est vraiment l'exemple qu'a donné Pierre par rapport à l'accord de l'auxiliaire avoir avec l'auxiliaire placé, avec le COD placé avant. Voilà, on donne 2 phrases. L'idée, nous, c'est juste que les gamins ne soient pas d'accord. Voilà, on cherche ça, on cherche les points de désaccord. Et là, du coup, la leçon a tout son sens, puisque le maître ou la maîtresse fera sa leçon sur cette notion-là. Voilà, donc le bazar dans la tête des élèves. Merci Audrey. Cyril. Oui, je voulais réagir à ce que disait Maria. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop vouloir guider les élèves, pas trop leur donner de différentes consignes. C'est vraiment laisser ouvert le truc et les laisser discuter et débattre entre eux. Parce que des fois, on a tendance à trop vouloir se dire, ah, je veux qu'ils arrivent là. Non, on s'en fiche en fait. Il faut qu'ils voient qu'il y a des problèmes, etc. Et après, nous, on reprendra à la fin la main de toute façon pour donner la leçon et remettre les choses au clair, etc. Donc, je pense que si on les guide trop, si on met trop de sous-questions, entourer ça, etc., je pense qu'en fait, c'est déjà trop guidé. Et en fait, ils sont en train plus de subir plutôt que d'essayer vraiment de réfléchir à la chose. Et je pense qu'on quitte un petit peu dans ce cas-là la situation de problème en tant que telle, ce qu'on veut essayer de faire, justement, de créer ce bazar, comme disait Audrey.
Grégoire? Merci Cyril. Oui, c'est une mini réaction par rapport à ce que vient de dire Cyril. Je repense au stage. C'est vrai qu'en fait, par rapport à ce que dit Maria aussi, on a constaté que donc dans les manuels, je pense que ça marche primaire, secondaire. Après, dans les manuels, ils proposent toujours ce qu'ils appellent activités d'introduction qui ne correspondent pas à ce qu'on veut, parce que justement, c'est très guidé. Et un outil qui peut être assez simple quand on veut créer une situation de problème, on a remarqué que c'est souvent de reprendre cette activité, de virer les questions. On prend l'activité de base et on enlève toutes les questions de guide puisqu'on sait qu'en 3 ou 5 minutes, en fait, l'idée, c'est de découvrir une nouvelle notion, mais si on leur donne pas le guide, les élèves vont juste se poser la question, et c'est ce qu'on veut créer, faire en sorte que les élèves se posent la question. Donc, ça reprend ce que dit Cyril sur le fait et peut-être éviter, nous, ce qu'on veut, c'est éviter le surguidage des élèves pour qu'il y ait du débat. Et si le débat est là, l'activité est réussie. Tu as un exemple, Grégoire, là, sur ce que tu viens de dire, là, pour créer une situation de problème? Donc, prendre un sujet de manuel et supprimer les questions? Ouais, en fait, prendre les. Bah, là, il faudrait que je projette Moi, c'est ce exemple que de j'ai fait, manuel. Grégoire, si tu veux. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'activité que je vous ai montrée de cinquième. C'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Cette activité, ce jeu, je l'ai découvert dans un manuel, dans une activité, sauf qu'en fait, il y avait plein de questions. C'était, ah bah tiens, si on choisit ça en premier, qu'est-ce qui se passe? Si on choisit, pourquoi est-ce que ça peut être bien de choisir le 13? Pourquoi est-ce que... Et en fait, c'est guidé, donc les élèves, ils réfléchissent un petit peu pour les meilleurs, mais il y en a plein qui attendent la correction, etc. Alors que de les mettre vraiment en pratique de jouer, c'est même pas marqué jouer dans le truc, hein, ils présentent le jeu et c'est, hop, on a des questions sur le jeu, vous imaginez que vous jouez et puis vous faites. Et donc, en fait, j'ai enlevé toutes les questions et je dis, hop, c'est parti. On joue et puis hop, après on débat, on essaye de trouver comment est-ce qu'on pourrait gagner à tous les coups, etc. Et on perd en fait les questions qui servaient pas à grand-chose au final, en Oui, pour les matheux, c'est ce que les Dudu disaient quand ils ont construit leur vidéo. Ils reprenaient des activités qui étaient connues, mais ils enlevaient toutes les questions en fait. Et ils essayaient de mettre ça en scène. De qui tu parlais? Les problèmes Dudu, Ah, les problèmes euh, du dit. Comment tu écris ouais, ça? DU. Et qu'est-ce que ça signifie? Ben, en fait, c'est deux frères qui s'appellent Durand et Durand qui ont fait, qui se sont appelés Dudu. C'était lors de la première session, on avait, je ne sais plus son nom, mais elle avait présenté Julie, ouais. ouais, elle avait présenté une situation problème justement où on voyait une petite vidéo, où deux frères qui se disputent. D'accord. On demande aux élèves qu'est-ce qu'ils en pensent. D'accord. Alors, il y a eu dans le chat là, des questions sur le lien entre ce déroulement un peu pédagogique et puis les émotions des élèves. Est-ce que Cyril et Grégoire, là, vous avez des témoignages ou des choses à faire remonter par rapport à ça? Parce qu'effectivement, souvent, une séance avec une situation problème, c'est un peu un grand 8 en termes d'émotions. Oui, bah justement, Grégoire, il en parlait tout à l'heure. On avait mis dans l'évaluation, en fait, quand on parlait d'auto-évaluation, c'était ce qu'on a fait à la fin de nos activités. C'était vraiment une évaluation justement sur le ressenti qu'ils n'avaient pas du tout, une évaluation de j'ai compris, j'ai pas compris, parce que justement, on a semé le bazar, donc en soi, ils n'ont pas forcément. Mais le fait d'avoir après échangé, fait une mise en commun avec toute la classe, etc., à la fin de la séance, comment est-ce qu'ils se sentent? Est-ce que ça leur a paru utile, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu le sentiment d'essayer, d'échanger, etc. Et le sentiment aussi de comment il se sentait à la fin de. J'ai essayé de retrouver, je dois l'avoir pas très loin, si Pendant tu que tu veux, cherches, Grégoire. Cyril, en fait, je Ouais. reprends, on a eu deux systèmes d'évaluation différents. Donc, Cyril va peut-être vous montrer rapidement. Ça, c'est toi qui l'avais fait, Sylvain, dans les cahiers pédagogiques aussi. On a repris le même modèle avec le tableau émotion agréable et utilité, avec les élèves qui mettent une croix. Et après, moi, j'avais préféré, j'avais choisi en tout cas de le faire avec Plickers pour garder l'anonymat, puisqu'il y a beaucoup de questions où on demande sur est-ce que j'ai pu donner mon avis, parce qu'en fait, souvent ces activités-là, elles reviennent sur une pratique de classe qui est la coopération et qui, en fait, il faut prendre le temps de mettre en place avec les élèves, puisque ces activités-là, si on n'est pas habitué à faire ce genre de travail en groupe, ensemble, ça ne marchera pas. Et il faut qu'ils sachent s'écouter. Et donc, du coup, moi, j'avais fait un Plickers, justement, à vrai, avec la question, tout simplement, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a laissé parler? Est-ce que quelqu'un a pris plus d'importance que d'autres dans les débats selon vous? Et tout le monde voit les résultats de toute la classe au tableau sans savoir qui a voté pour qui. Donc, on constate, par exemple, que 70% des élèves n'ont pas pu donner leur avis. Et du coup, ça ouvre un autre débat qui n'a plus rien à voir avec la didactique et court sur bon, on ne sait pas coopérer, c'est pas possible. Il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un très très bon outil, Plickers, pour ça, pour l'anonymat.
Et ben moi, ça m'a fait aussi revoir justement mes activités d'introduction. C'est une auto-évaluation pour le prof autant que pour les élèves, quoi. Donc, vas-y Cyril pour présenter celle-ci. Oui, ça c'est l'autorisation qu'on a appris dans les cahiers pédagogiques, hein, on ne réinvente pas les choses. Et moi, je l'ai testé en classe justement après l'activité, notamment sur celle du nombre dérivé là, qu'a présenté Grégoire. Donc justement, c'était un peu d'évaluer, de mettre une croix ici, pour que ça a été du plus ou moins agréable, plus ou moins utile, sachant qu'une tâche a été utile si on a pu donner ses idées, de faire de nouvelles idées, écouter les autres, si les idées ont évolué, si on a l'impression d'avoir appris quelque chose, et agréable si on a pris du plaisir, si on se sent plus motivé, s'il n'y a pas eu trop de bruit, s'il n'y a pas eu de dispute avec d'autres élèves, si on a pu donner son avis. Et en fait, ça donne, pareil, je le fais en anonyme, hein, c'est-à-dire que chaque groupe me remplit ça. Donc, si je fais des groupes de 3 ou de 4, j'ai 3 ou 4 croix là-dessus. Et ça me permet, après, il me le rend en anonyme, de voir un petit peu si les groupes ont fonctionné, comment ils se sentent à la fin, etc., et de pouvoir revenir sur ces émotions. Pierre? Oui, pour les émotions, il est évident que provoquer des émotions sur l'accord du participe passé quand le CO est avant, c'est un peu plus difficile de faire des émotions, mais il y a des situations problèmes en histoire. Moi, j'en ai fait une sur le serment du jeu de paume, comment introduire le fait que ce soit le serment du jeu de paume. Donc là, on l'a joué. En science, et c'est beaucoup plus facile de créer des émotions. Par exemple, est-ce qu'on peut boire à l'envers? Parce que ça va aller dans le vécu des élèves. Ils vont pouvoir se rappeler peut-être que leurs parents leur disent quand ils ont le hockey, de boire à l'envers. Enfin, donc il y a il y a des situations problèmes qui sont plus faciles évidemment de créer des émotions. Il y a des trucs un peu secs en maths, en français. Les enfants, ça n'a pas de sens pour eux et donc ils ne se relient pas en émotions. Et donc, dans ce cas-là, c'est le fait de les mettre en petits groupes qui va créer des émotions. Non pas sur la notion elle-même ne va pas créer d'émotions, comme est-ce qu'on peut boire à l'envers, ça peut en créer, mais c'est le fait que l'autre en face dise quelque chose où ils sont pas d'accord, et là, ça va les impliquer émotionnellement dans la conversation. Voilà, j'ai terminé. Merci. Catherine? Oui, ce que je voulais dire, et je rebondis sur le travail sur la réflexion autour de l'auto-évaluation, c'est que à chaque fois qu'on parle de travaux de groupe dans n'importe quel temps de réflexion en commun, que ce soit en mathématiques ou en français, le passage obligé, c'est quand même la formation et la formation des élèves au travail de groupe. La place de chacun dans un groupe ça se travaille bien en amont et la didactique est importante, mais si la réflexion au niveau du travail de groupe n'est pas organisée en amont, en fait, ça peut être contre-productif pour un certain nombre d'élèves. En fait, c'est important de toujours rappeler ce travail en amont de comment est-ce qu'on travaille en groupe et comment on organise ça et qu'est-ce qu'on fait sur sur ce volet-là, en fait. Je laisse. Merci. Audrey? Toi- Oui, et je voulais rajouter que justement par ces situations problèmes, voilà, on travaille aussi de manière explicite tout ce qui relève de ces compétences non académiques. Alors certains les appellent les compétences psychosociales, d'autres les appellent les compétences de vie. Et je pense que c'est important de montrer aux élèves voilà, ce qu'ils sont aussi en train de développer comme compétences hors champ ici disciplinaire liées aux mathématiques. Voilà, c'était... Merci. Moi, j'ai une dernière question à poser à Cyril et Grégoire. C'est le plus difficile là, c'est d'arriver à faire susciter le besoin d'apprendre quelque chose, mais c'est difficile parce que ça déclenche chez les élèves des émotions désagréables. Et la solution de facilité là pour les élèves à ce moment-là, c'est de laisser tomber, voilà, de passer à autre chose. Et donc, voilà, quelle stratégie vous avez comme enseignant ou comme formateur pour faire en sorte que les élèves ou les étudiants ne décrochent pas à ce moment-là? Alors, moi, j'ai pas remarqué que les élèves avaient des. Enfin, c'est pas agréable de pas réussir, mais c'est agréable de remarquer que personne ne réussit. C'est bizarre, mais en tout cas, j'ai quand même eu le ressentiment, moi, dans la classe, que
c'était justement un bon moment où les élèves qui ont toujours l'étiquette du bon en maths, par exemple, lui non plus, il n'y arrive pas. Donc, ça permet de rééquilibrer un petit peu les, les- les représentations chacun se fait des autres élèves dans la classe. Et, euh, et en fait, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces activités-là, il faut les voir plus comme une activité de coopération, de gestion de classe. Bon, moi, en tout cas, j'en suis encore là, plus que l'apport didactique qu'il va y avoir derrière, même si je suis sûr et certain, quand on a réussi à mettre en place ce genre de pratiques pédagogiques depuis longtemps et qu'on y est habitué, elles vont vraiment avoir leurs fruits. Moi, pour l'instant, mon bénéfice premier, c'est les relations entre les élèves, les discussions qu'on peut avoir après entre nous et la facilité, moi qui travaille beaucoup en autonomie en classe, qu'ils vont avoir après à travailler entre eux. En tout cas, pour l'instant, le bénéfice que j'ai à court terme, il est là. Mais j'ai pas de stratégie pour les émotions désagréables puisque j'ai pas le sentiment qu'ils m'en tiennent rigueur, en tout cas. Ils n'avaient pas l'air frustrés à la fin. Monsieur, on ne veut plus jamais faire ça. Au contraire, ils ont trouvé ça plutôt chouette. Non, et alors, moi, sur le truc des cinquièmes où c'est un jeu, globalement, ça se passe bien. Alors, il y a des frustrations justement sur ceux qui peuvent perdre, etc. Donc, je pense que c'est important aussi de pouvoir, à la fin, une fois qu'ils ont essayé de mettre en place cette stratégie, d'essayer d'inverser, d'échanger les groupes pour essayer de les mettre face à d'autres personnes, essayer de voir si ça fonctionne. Mais après, quand on prend vraiment les étapes du travail en groupe, vraiment individuel, collectif, restitution en classe entière, etc., sur l'individuel, même si des fois, ils galèrent, ils se sentent un petit peu complètement perdus par rapport à ce qu'ils ont fait. Je pense que, comme le dit Grégoire, une fois que ça dure 3-4 minutes grand maximum, une fois qu'ils vont après dans le groupe, ils se rendent compte aussi que les autres n'ont pas forcément beaucoup avancé. Ça passe trop, ils se rendent compte là qu'il n'y a pas vraiment de réponse que certains trouvent, etc. Et donc, alors après, si c'est vraiment au départ qui bloque sur un concept mathématique ou un concept plutôt didactique, par rapport à ça, faut peut-être là qu'on se remette un peu plus en question et qu'on voit comment est-ce qu'on peut essayer de les guider pour qu'ils puissent un peu débuter trouver une idée pour partir. Mais sinon, il n'y a pas de. Je vais Effectivement, prendre juste la moi, à la parole. fin, globalement, l'auto-évaluation, elle était très positive sur l'ensemble des groupes. J'ai un groupe qui était un peu dans le milieu, mais le reste, c'était quand même, ils étaient super contents d'avoir cherché ensemble, d'avoir vu voilà, qu'ils galéraient tous ensemble sur la même chose, etc. Et qu'on allait découvrir de nouvelles choses ensemble, quoi. Je me rends compte, en fait, la question de Sylvain, en fait, nous, on a aussi des grands, hein. Et donc, du coup, ta question peut-être est encore plus, enfin, peut-être plus pertinente avec les petits ou qui gèrent moins bien leurs émotions et qui vont peut-être moins bien vivre l'échec. Ça peut paraître bizarre, mais moi, en première, j'ai des élèves qui sont habitués à rater en maths. Et donc, du coup, c'est sûrement pas une émotion agréable, mais ils la gèrent beaucoup mieux. Voilà. Et ils sont peut-être Mm. habitués. Il faut remettre en balance nos deux interventions, puisque nous, on est au secondaire. Merci Grégoire. Il y a juste Catherine, ouais. le petit schéma de Daniel Favre qui est intéressant et je pense que c'est même chouette de le partager avec les élèves, c'est-à-dire justement ce cheminement quand je suis bouleversée dans mes représentations, j'ai un sentiment désagréable et puis quand il y a l'apprentissage, je comprends, je sais que je comprends et ce petit chemin-là que tu as repris aussi, hein, Sylvain, que tu as présenté sur cette notion de sentiment désagréable et puis agréable, ça peut être un. Ouais, ouais, voilà, ça parle mieux. Je trouve que c'est bien de le montrer aux élèves, en fait. On s'y retrouve, ils s'y retrouvent, et je pense même les adultes, en fait. Je pense à n'importe quel âge, on peut ressentir ces émotions-là. Et de se reconnaître dans ce schéma en fonction des phases d'apprentissage, c'est vraiment très intéressant. Ok, bon, Ouais, ben, j'avais un- un grand merci à tout le monde, en particulier bien sûr à Grégoire et Cyril qui nous ont partagé leur richesse. Merci à tous les participants dans le chat, dans les échanges, dans la présence. Alors, on se retrouve la prochaine fois, c'est le 5 février, et on aura la chance d'accueillir Guillaume Caron, qui est enseignant de mathématiques dans un collège des Hauts-de-France, qui est co-auteur d'un ouvrage qui s'appelle Oser les pédagogies coopératives en collège et en lycée, qui termine une thèse de doctorat sur ces sujets-là, et là qui va nous parler de l'introduction d'un plan de travail, et notamment en collège. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Merci à Jérôme qui a organisé mais qui n'a pas pu être là. Et merci à Audrey aussi d'avoir été aux manettes techniques.
et plus. Un À grand bientôt. merci à nos deux superbes référents du réseau Espagne. Là, vous faites un boulot formidable et encore merci de nous avoir fait rêver avec des maths.